pour ces détresses respiratoires sévères. On va s'arrêter là, si vous le voulez bien, et puis on va passer peut-être à la démo. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? C'est bon? Ben merci. Il respire tout seul. Le respirateur il va être projeté. C'est bon, tu vas réussir à... Vous utilisez en majorité la VAC, j'imagine. Peut-être commencer par ça, Catherine. Tu me dis ce que tu veux. Ah non. Donc, Lucie, elle pèse 2,5 kg. Juste pour vous dire une idée de Lucie. Dis-moi ce que tu veux en setting. Ouais. Là, elle est quasiment en passive. Elle a 5 respirations par minute. Donc, là, je suis à 30. Alors, on voit pas la totalité de l'écran. C'est possible de nous mettre la... Est-ce qu'on peut avoir l'écran total sur le... Ouais, on voit pas en bas. Okay. Super. Il nous manque encore des... Ok. Le réglage, je suis à 30. Temps respiratoire. On va augmenter un petit peu. Je suis à 0,4. Je laisse. Une PEP à 4. Ouais. Et j'ai mis une pique à 15. J'ai des fuites. Bon, là on a mis... Catherine, tu peux mettre le bandeau en bas. Ok. Bon, Kiki, on a mis un réglage, on va dire standard, hein, puisque
Donc voilà, en haut vous avez la courbe de pression, au milieu la courbe de débit, et en bas les volumes. Donc après, donc, vous avez sur la droite les paramètres qui sont mesurés. Hein. Donc les éléments importants, pour rester simple, parce qu'on ne va pas rentrer, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur les choses simples quand on fait de la ventilation invasive. On a donc les pressions mesurées, donc, qui normalement ne doivent pas différer des pressions réglées, hein, on a 15 plus 4. La pression moyenne, un élément important, hein, puisque vous vous rappelez que c'est un des déterminants qui va vous permettre de... On n'entend pas. un des déterminants qui va vous permettre de recruter au mieux votre poumon, enfin des marqueurs. Et puis le volume courant. Toujours un indicateur intéressant à remarquer, hein, c'est le volume courant expiré, donc il faut le savoir, hein, parce que quand il y a des fuites, alors le respirateur va compenser, on le verra tout à l'heure, mais bon, il faut savoir que c'est le volume courant expiré. Le courant, vous savez, hein, chez le nouveau-né prématuré, hein, c'est 5 à 7 minutes par kilo, donc ça peut être un indicateur, et chez le nouveau-né à terme, c'est plutôt 8 minutes kilo. Bon, c'est un indicateur intéressant parce qu'en fonction du volume courant que vous allez générer, vous pourrez déjà avoir une idée, donc, de l'efficacité de votre ventilation. Donc déjà là-dessus, sur ce réglage, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne peux pas lui enlever complètement ça. Est-ce que les réglages vous paraissent corrects? Alors. Donc effectivement, il y a des fuites, on a 36% de fuites, hein, donc les fuites, c'est pas compliqué, hein, ils mesurent le volume courant inspiré et le volume courant expiré, et puis il fait volume courant inspiré moins volume courant expiré sur volume courant inspiré, donc il vous détermine les fuites. On a 38% de fuites. Voilà. Donc, on peut... Bon, on fera pas mieux que 38% de fuite. Hein. Donc vous voyez une chose sur la courbe de débit inspiratoire, c'est qu'elle ne revient pas à zéro, mais c'est peut-être associé aux fuites. Hein, puisque quand vous avez des fuites, hein, Catherine, le respirateur va compenser à la fois sur le volume courant et sur la courbe de débit en prolongeant donc le débit jusqu'à la fin du temps inspiratoire, et ensuite il va descendre brusquement. Donc vous pouvez avoir cet aspect de courbe. L'autre élément que ça veut pouvoir dire, si jamais effectivement vous êtes à 0% de fuite ou un taux de fuite moins important, c'est que votre temps inspiratoire réglé est trop court par rapport à la constante de temps. Donc là on peut voir effectivement si jamais c'est le cas. Donc si c'est le cas, donc on va augmenter le temps inspiratoire, et théoriquement qu'est-ce que ça va faire sur le volume courant? Voilà, vous devriez avoir une augmentation du volume courant. Donc là, effectivement, ça augmente un petit peu. Mais bon, comme il y a cette fuite... En fait, pour savoir si vous avez une fuite aussi, vous regardez sur vos volumes courants. Je ne sais pas comment faire. Sur le volume courant, en fait, vous regardez si le volume courant... Voilà, là c'est votre temps inspiratoire. Donc d'ici jusqu'ici, c'est l'inspiration. Si je regarde ici, d'ici jusqu'ici, c'est mon inspiration. Donc tout ce qui est le débit positif est toujours l'inspiration. Si je regarde ici, mon inspiration, elle vient de là jusque là. Donc ça, c'est le volume courant qui est pris durant l'inspiration. Mon expiration, elle est à la fin du temps inspiratoire. Donc on revient à la PEP, au niveau de la PEP, et votre expiration, en fait, vous avez le volume courant qui sort du patient et qui est ici. Après, en fait, cette partie ici, c'est votre volume courant expiratoire. Et vous voyez ici, mon volume courant inspiratoire, il est équivalent à mon volume courant expiratoire. Ça veut dire que je n'ai pas de fuite, en fait, ou ma fuite, elle est minimum. Je vais montrer. Élément important, là on a l'écran qui est projeté, et ça c'est essentiel. Avant de regarder les écrans qu'il y a autour des bébés, il y en a toujours souvent beaucoup, regardez l'enfant.
des deux, et regardez la façon dont il se soulève, trop, pas assez. Alors après, ça peut être un peu subjectif, ça dépend aussi des expériences de chacun. Regardez donc s'il est bien adapté, s'il n'y a pas la synchronie. Donc c'est ça qui est important. Hein. Ça va venir en soutien du bébé. Alors je le dis, et il faut le répéter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les réanimations modernes, on a des écrans de partout, des machines de partout, et on a trop tendance finalement à oublier qu'il y a le bébé au milieu, qu'on fait tout ça pour lui. Et même les parents, vous savez maintenant, quand ils rentrent, ils regardent le call monitoring, et puis ils oublient un peu que finalement il y a leur bébé. Donc commencez par ça, et donc, voilà. Donc là, il se soulève de façon, on va dire, correcte. Hein. Il n'y a pas d'asynchronie. Et ensuite, en fonction effectivement des paramètres de surveillance non invasive, et on va pouvoir les déterminer avec Lucie, on va voir ça tout de suite, de la façon dont vous avez réglé votre respirateur, de la situation, parce qu'on l'a vu, hein, vous n'avez pas si vous recevez un enfant qui a une pathologie alvéolaire, vous n'allez pas mettre les pré-réglages que vous allez mettre pour un enfant qui a une hypoxémie réfractaire par HTAP, ou pour un enfant qui est né sur méconial, puisque la mécanique respiratoire n'est pas du tout la même. Donc pré-réglé, et ensuite vous branchez votre bébé, vous regardez comment ça se passe, et en fonction ensuite des paramètres d'hématose, non invasif, invasif, hein, parce que de temps en temps on va faire des gaz du sang aussi, moins possible maintenant, c'est vrai que les paramètres non invasifs sont très aidants, et de l'aspect des courbes, à ce moment-là, vous optimisez les choses. Mais c'est avant tout l'œil qui est important, vous le savez, mais bon, c'est important de le redire. On peut avoir des paramètres ou pas on peut avoir des paramètres d'oxygénation pour Lucie ou pas? Ou alors il faut le mettre en... Alors on tâtonne un peu, on est désolé, hein, c'est la première fois qu'on l'utilise, on découvre comme vous. Et normalement on peut... D'accord. On va changer de mode. Ouais, regardez la machine. Bon, là il a en ventilation conventionnelle, mais on n'est pas très content parce qu'on n'arrive pas bien à l'oxygéner. C'est un bébé à terme, il a une alvéolite infectieuse. Voilà, on est obligé de... Bon là on n'a pas beaucoup de pression, mais on va dire que on était obligé d'augmenter les pressions de façon assez importante. Donc on se dit pourquoi pas essayer l'OHF. C'est un cadre sur lequel ça peut marcher. Et donc, on va le basculer en OHF. Comment est-ce que vous allez faire pour basculer en OHF? Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il va falloir qu'on pré-règle, hein, parce qu'on va le passer de conventionnel en OHF. Donc la première, c'est la pression de distension. Donc la pression de distension, a priori, ça c'est complètement empirique, hein, on va prendre la pression moyenne mesurée par le respirateur, qui est de 6, et on va ajouter 2 cm d'eau. Donc là, on va partir sur une pression de distension de 8. La fréquence, donc on a vu entre 10 et 15 Hz. Je vous rappelle, hein, l'objectif qui
qui avait été le développement de l'EHF, hein, c'était de limiter les volumes et travailler à pression constante chez les grands prématurés pour voilà, essayer de limiter au maximum le barreau, le trauma. Chez les nouveau-nés à terme, on va dire que c'est moins un sujet, d'autant plus qu'on sait, de façon empirique, que quand on travaille avec 15 Hz, vous savez, vous vous rappelez, hein, ça va générer des volumes, entre guillemets, courants qui seront pas très importants, c'est l'objectif. C'est parfois insuffisant donc, chez les nouveau-nés à terme, donc pour avoir un volume courant plus important, donc on élargit le signal. C'est pour ça qu'on préfère, quand on va basculer un enfant à terme de conventionnel en HF, on commence plutôt à 10-12 Hz. Voilà. Et ensuite, le réglage du delta P, il est totalement, là encore, empirique, le premier réglage. Il faut que, quand vous allez régler votre delta P, que vous voyez les vibrations se propager jusqu'à la zone sous-ombilicale. Ça, c'est votre réglage de base, initialement. Et ensuite, bien entendu, vous allez adapter ça à l'oxygénation pour la pression de distension, voir s'il y a des possibilités de recrutement ou pas en l'augmentant point par point, en essayant d'éviter au maximum, bien entendu, la surdistension. Et puis, régler le delta P et la fréquence en fonction de l'évolution du CO2. Si vous avez donc un enfant qui devient hypocapnique, donc une façon de faire remonter la PCO2 assez rapidement, hein, ce qui va jouer finalement plus rapidement sur l'évolution de la CO2, c'est la fréquence plus que le delta P. Donc là, on va faire la bascule. Donc on se met à 8 cm d'eau, on va mettre 12 Hz. Comment? Le delta P, mais 30, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le bébé. Voilà. Est-ce qu'il vibre? Regardez toujours le bébé. Là, il ne vibre pas du tout. Hein. Et vous voyez d'ailleurs qu'il a une ventilation spontanée, ce qui n'est pas du tout un problème en EHF, hein, parce que là encore, on a des vies continues, donc ils peuvent respirer à côté. Mais quand les enfants gardent une ventilation spontanée trop fréquente, ça veut probablement dire que leurs barorécepteurs sont stimulés par le CO2, donc ils sont hypercapniques. Et donc là, du coup, la ventilation qu'on lui propose n'est pas du tout adaptée. Pas du tout adaptée. Donc deux solutions. Où on essaye. Alors ça, c'est une des caractéristiques de l'EHF quand même, hein, c'est que ça reste une technique quand même très empirique, et que même s'il y a des cadres dont on a déjà parlé, hein, dans lesquels on peut supposer que ça fonctionne, des fois ça ne marche pas. Et donc là, normalement, dans la vraie vie, alors deux solutions, hein, où vous essayez donc d'optimiser et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a la DCO2 qui est à 125-148. Donc pour essayer d'optimiser ça, c'est-à-dire la ventilation et l'élimination de CO2, deux façons de faire. On peut ralentir la fréquence. Et donc, si vous ralentissez la fréquence, la DCO2 va évoluer comment? Vous voyez qu'elle était passée à 11. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez que la DCO2 augmente. Mais quand vous regardez votre bébé, il ne vibre pas toujours. Il ne vibre toujours pas. D'accord, bon désolé, donc elle ne vibrera pas, mais enfin là elle ne vibre pas quand même. Donc ça reste important. Donc on découvre. Hein. Donc l'autre solution, c'est d'augmenter le delta P, donc on va l'augmenter. Ça va augmenter la DCO2. Bon, ça c'est un indicateur très intéressant hein, pour
c'est un témoin de CO2, mais voilà. Mais en pratique, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez basculé votre bébé en EHF, il ne vibre pas, vous allez savoir tout de suite sur les paramètres d'abord parce qu'il respire à côté, vous allez voir la saturation qui va chuter et la CO2 qui va augmenter. Donc là, il ne faut pas insister, il faut le rebasculer en conventionnel, ce qui ne veut pas dire que 6, 12 heures, 18 heures après, il n'en bénéficiera pas. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'évolution permanente de la pathologie respiratoire. Et puis, je vous dis, sur le plan de la physiologie respiratoire, on ne maîtrise pas forcément tout en EHF. Donc là, ok. Donc du coup, ça ne marche pas, donc on va le rebasculer en conventionnel. Et peut-être qu'on va se mettre ensuite en mode... on peut essayer de le mettre en vague, ouais. On va le basculer en vague du coup. Donc là on est en vac, ça veut dire que tous les cycles sont assistés. Voilà. Là le bébé il n'est pas très polypnéique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup on est assez tranquille. Vous voyez sur la courbe de débit expiratoire qu'on a largement un retour à zéro avant l'aspiration suivante. Donc voilà, on est assez tranquille. Donc tous les cycles sont assistés, donc pas de risque d'asynchronie. On a une fréquence spontanée du bébé qui est relativement lente, qui est affichée d'ailleurs. C'est parce qu'il avait un CO2 qui était bas à cause de la haute fréquence. Voilà. Et du coup, voilà, on n'a pas de risque d'hyperactivation dynamique. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, quand il va remonter sa PCO2, qu'il accélère sa fréquence respiratoire. Et donc, restez vigilant, puisqu'on travaille en ventilation cyclée sur le temps, donc mon temps expiratoire sera constant, et s'il devient très très polypnéique en vac, le risque c'est que le temps expiratoire se raccourcisse et qu'on se retrouve potentiellement en situation d'hyperactivation dynamique. Mais là, pour l'instant, on est tranquille. Vas-y. C'est l'augmentation des résistances. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? On avait un volume courant qui était à 20 millilitres. Votre PCO2 commence à monter, le bébé commence à désaturer. Regardez, donc le volume courant n'a pas beaucoup varié, il a baissé un petit peu. Mais regardez la courbe de débit inspiratoire. Voilà. Alors qu'elle revenait bien à zéro juste avant, ce qui veut dire que la constante de temps, le temps inspiratoire était bien adapté à la constante de temps, là ça ne revient plus à zéro. Et du coup, ça veut dire que là, le temps inspiratoire est trop court, et donc que la constante de temps a augmenté. Pourquoi est-ce que la constante de temps a augmenté? Si la constante de temps augmente, ça peut être ou une augmentation de compliance, ou une augmentation de résistance. Est-ce que c'est une augmentation de compliance? Si effectivement, si ça avait été une augmentation de compliance, qu'est-ce qui serait passé sur le volume courant avec la pression constante, parce qu'on n'a pas bougé les pressions? Il aurait augmenté. Là, il n'a pas augmenté, il a baissé un petit peu. Donc, c'est une augmentation de résistance. Votre bébé, donc, brusquement, il respirera de façon totalement anarchique, sa PCO2 augmente, la saturation baisse, vous avez cette courbe-là qui est traduite en augmentation de résistance. Premier diagnostic, bouchon. Voilà. Donc bien entendu, il faut l'aspirer, voir s'il y a un bouchon, et puis bon, si c'est pas ça, à ce moment-là, il faut éventuellement faire une radio en urgence, vérifier que la sonde d'intubation n'est pas sur la carène, voilà. Et puis si jamais
pas de solution immédiate, potentiellement on va intuber. Vous voyez, sur des petits éléments comme ça, on a vu, hein, c'est finalement assez simple, hein, ça peut nous permettre donc de raisonner et de pouvoir adapter assez rapidement. Là, quand vous avez ça, hein, si vous ne regardez que l'écran, ce qu'on disait tout à l'heure, temps inspiratoire trop court par rapport à la constante de temps du patient. Donc, si je regarde que l'écran et je ne me préoccupe pas du bébé, je vais tourner les boutons pour augmenter le temps inspiratoire. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre pourquoi